Dans la suite du débat, la parole est maintenant à Monsieur Jean-Yves Lecomte pour le groupe socialiste. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, tout d'abord, j'aimerais saluer le travail, le sérieux et le travail sérieux de la Commission et la diversité des auditions et l'intérêt des auditions que nous avons pu mener durant tous ces mois. Nous avons été souvent saisis de vertige à l'occasion des témoignages que nous avons pu entendre. Le toupet de certains opérateurs qui n'hésitent pas à faire des roadshows en France proposant des montages d'évasion fiscale à des riches particuliers ou à des entreprises, mais aussi aux moyens, à la multiplication des moyens de se soustraire aux règles nationales que donnent à la fois les nouvelles technologies, conjuguées à une ingéniosité financière de plus en plus élaborée. En réalité, ce qu'on constate, c'est que, avec ces nouvelles technologies et Internet, ce que Salvador Allende dénonçait à la tribune de l'ONU en 1972 est encore plus d'actualité lorsqu'il disait « Nous faisons face à un conflit frontal entre les entreprises transnationales et les États. Ceux-ci sont court-circuités dans leurs décisions fondamentales, politiques, économiques et militaires, par des organisations globales qui ne dépendent d'aucun État et dont les activités ne sont contrôlées par aucun Parlement ni aucune institution représentative de l'intérêt collectif. » Cette remarque, elle est encore d'actualité, toujours plus d'actualité, et les nouvelles technologies de l'information renforcent le sujet de celle-ci. Alors, l'évasion fiscale, bien entendu, est un sujet d'actualité. Vous l'avez tous signalé avant moi, mes chers collègues, compte tenu d'abord de la crise financière de 2008, des institutions financières défaillantes qui ont fait appel à la puissance publique pour pouvoir être sauvées. Un soutien qui obère aujourd'hui, dans beaucoup d'États, les capacités de ces mêmes États, de la puissance publique, à développer des politiques publiques et qui a contraint ces États à mener aujourd'hui des politiques de rigueur budgétaire, sinon d'austérité. Et dans ces conditions, ce soutien à des institutions financières est particulièrement mal ressenti. Et quand on ajoute que ce que la puissance publique a dû aider sont souvent les institutions financières les moins vertueuses, cela renforce le sentiment de révolte et d'injustice face à cette situation. Et c'est la raison pour laquelle, dans ce contexte, ceux qui se soustraient à l'impôt sont de moins en moins tolérés et doivent être poursuivis. On constate que, depuis de nombreuses années, une mission d'enquête sur les agences de notation avait en particulier souligné le décalage exponentiel que nous avions, d'une part, entre les engagements financiers de l'ensemble des établissements financiers et, d'autre part, la situation de l'économie réelle. Ce décalage, il est en partie dû à la croissance des produits dérivés, au trading à haute fréquence, aux algorithmes de plus en plus sophistiqués. De temps en temps, ça peut répondre à des besoins. D'ailleurs, l'assurance, les sociétés d'assurance y font souvent appel, parce que ça permet de limiter un risque donné. Mais globalement, nous avons des établissements financiers qui ont des engagements qui sont de plus en plus en total décalage et en croissance absolue par rapport à l'économie réelle. Et ça engendre une situation où les moyens financiers de la puissance publique sont proportionnels à l'économie réelle, tandis que les moyens des établissements financiers sont proportionnels à leurs engagements. D'où une difficulté pour avoir les moyens de les surveiller, de les réguler et de s'assurer que des situations comme en 2008 ne seront pas récurrentes. Bien entendu, face à cette situation, la coopération à la fois multilatérale et européenne est la solution principale. Mais pour cela, il faut l'aborder de manière complète et franche. Ne pas accepter, par exemple, en termes de paradis fiscaux, ce qui a pu être fait en 2008, que s'ils signent entre eux des accords de reconnaissance, alors progressivement, ils sortent des listes les plus noires. Ne pas faire d'hypocrisie. Plusieurs de nos intervenants ont souligné que même des États qui se déclaraient vertueux avaient finalement dans leur arrière-cour un paradis fiscal qui leur permettait de faire certaines opérations
non avouables. Si on veut aller dans cette lutte contre les paradis fiscaux, ça doit être sans hypocrisie et en sachant qu'effectivement un certain nombre d'opérations non avouables ne pourront plus être faites. Et ne pas signer de conventions fiscales à caractère commercial. Je pense ici à ce qui a pu être fait avec le Panama ou avec le Qatar. Vous connaissez, Madame Goulet, mes préoccupations sur ce sujet, mais quand on signe un accord de coopération fiscale, on ne peut pas le signer simplement parce qu'il y a un marché à la clé. Parce que c'est ce genre de choses qui pollue l'ensemble de la démarche que nous pouvons avoir après. Parce que si nous le faisons, nous le légitimons pour les autres. Et c'est tout le système qui tombe, et ce n'est pas acceptable. D'autre part, dans l'Union européenne, nous avons 28 pays. 28 pays, quelques-uns dont on sait parfaitement que le secret bancaire reste parmi leurs principes. Ça doit être dénoncé comme un cancer, même si ça doit être progressivement levé. Nous comprenons, l'Union au début n'avait pas cette exigence. Maintenant, elle devient indispensable parce qu'il y a une coopération budgétaire, il y a des solidarités, il y a une zone euro en commun, une solidarité budgétaire de plus en plus nette. Et nous ne pouvons plus accepter ce qui était peut-être acceptable au début, que le Luxembourg ou l'Autriche ou la Suisse, qui n'est pas dans l'Union européenne mais qui est associée par beaucoup de traités bilatéraux, ce genre de choses ne peut plus marcher si nous construisons une zone de solidarité en Europe. J'insiste aussi sur le fait que 28 membres dans l'Union européenne, ça fait 756, théoriquement, conventions fiscales bilatérales entre les pays membres de l'Union européenne. Comment voulez-vous qu'avec une telle diversité de conventions fiscales, même si beaucoup se ressemblent, on puisse s'y retrouver? N'est-il pas temps de faire une convergence fiscale dans l'Union européenne? Sans cette convergence fiscale, tous nos discours seront des paroles et pas des actes. Il est important d'aller dans cette direction et je suis particulièrement satisfait que ça fasse partie des orientations de la réorientation de l'Europe que le président de la République a mis en œuvre depuis son élection et qui seront, j'en suis sûr, au cœur des élections européennes de l'année prochaine. J'ajouterai que, pour commenter quelques points du rapport, la proposition numéro 17 introduite par Mme Nathalie Goulet sur les cartes non nominatives, c'est une préoccupation que je partage parce qu'effectivement, non seulement elles permettent de l'évasion fiscale, mais en plus, ce que j'ai pu constater, c'est qu'il n'y a aucun moyen sérieux de surveiller et de contrôler sérieusement la manière dont ces organismes, qui en France aussi vendent ce type de cartes, effectivement ne participent pas à l'évasion fiscale. Concernant les prérogatives, une autre proposition me semble particulièrement intéressante, celle concernant les prérogatives des instituts représentatifs du personnel dans les établissements financiers. Ça me semble important que le personnel soit protégé et capable de dénoncer les agissements contraires à l'intérêt collectif qui puissent être faits. Enfin, la lutte contre les conflits d'intérêts. Pas d'aller-retour public-privé. Bien entendu, la compétence des uns peut être utile à l'autre. Un transfert d'un à l'autre peut de temps en temps se comprendre sous certaines règles, mais pas d'aller-retour systématique. Enfin, en conclusion, je dirais que l'évasion sera plus difficile s'il y a plus d'harmonisation. Depuis un an, nous avons fortement renforcé notre arsenal répressif. Mais c'est, j'allais dire, de la réparation. Ce n'est pas une action active. L'action active, c'est s'engager sur la voie de l'harmonisation fiscale entre nos partenaires. Dans le débat, et vous l'avez signalé, M. Berson, sur la remise à plat de notre système, il est important qu'il y ait de la lisibilité dans l'impôt. On a beaucoup parlé dans cet échange des échanges automatiques d'informations. Mais je vous dis, et nous avons déjà des exemples, si ces échanges automatiques d'informations ne sont pas exploitables parce que d'un pays à l'autre, nous ne savons pas de quel impôt nous parlons, ils ne serviront à rien. Pire, ils seront décrédibilisés. Et j'ai déjà des exemples d'informations envoyées par le ministère des Finances à d'autres pays qui ont été contre-productifs parce qu'ils ont été mal envoyés et mal compris. L'échange automatique d'informations, bien entendu, est indispensable, mais sans lisibilité de l'impôt du nôtre et de celui de nos partenaires, ça ne sert à rien. Lisibilité de l'impôt, indispensable. Efficacité, bien sûr, sinon la puissance publique n'a pas les moyens d'agir. Enfin, stabilité, pour que les opérateurs économiques que nous souhaitons inviter sur notre territoire puissent être confiants dans l'avenir de nos
de notre pays. Les entreprises, elles ont besoin de sécurité juridique, elles ont besoin de marché, et elles ont besoin d'inspirer confiance à la fois à leurs clients, à leurs fournisseurs et à leurs investisseurs. Ce sont des caractéristiques que les paradis fiscaux ne peuvent pas leur offrir. Ce sont peut-être des paradis fiscaux, ce ne sont pas des paradis du droit. Et d'ailleurs, nous devons nous attacher à faire qu'il n'en soit jamais, justement pour qu'ils ne présentent aucun intérêt aux entreprises. Et en conclusion, je vous dirais harmonisation, 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 mais faisons attention à une chose. Dans notre volonté de lutter contre l'évasion fiscale, ne tuons pas ceux qui veulent agir en France. Et en matière de prix de transfert, il y a un curseur. J'ai déjà remarqué au cours des dernières années qu'un certain nombre d'entreprises avaient préféré aller ailleurs compte tenu des contrôles qui étaient faits sur ce sujet. Ce n'est pas le seul moyen de facturer des prestations immatérielles ailleurs. C'est juste une petite chose. Mais cette petite chose fait que de réelles entreprises, de réels producteurs, de réels exportateurs préfèrent produire ailleurs simplement parce que c'est trop difficile d'expliquer sa politique de prix compte tenu des exigences de notre code des impôts. Et j'attire l'attention là-dessus parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on est allé trop loin et qu'on, d'une certaine manière, n'aide pas nos entreprises à créer de la valeur, exporter et donc à participer et à payer de l'impôt par leur réussite.